Bonjour, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue pour cette soirée. Alors aujourd'hui, nous sommes promis, Amine et moi, d'essayer de ne pas rire. Nous allons parler du calanus. Alors le calanus, c'est une espèce de crustacé de plus ou moins 10 mm de long. C'est un constituant important du zooplancton qui se trouve en quantité énorme en mer du Nord. Il est considéré comme une possible source de matières premières alimentaires d'origine marine. Alors, il est riche en protéines et contient des oméga 3. Il contient également une quantité élevée d'antioxydants. Alors, allez-vous me dire quelle différence entre l'huile de calanus, l'huile de poisson ou encore l'huile de krill? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ce soir avec Amine. Bonjour Amine, bonsoir Amine. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le calanus? Bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde. Donc le calanus, ou on va dire les calanus, puisqu'il y a plusieurs espèces de calanus. Et donc ce soir, on va parler d'une espèce en particulier qui est celle qui nous intéresse le plus. Donc les calanus, ce sont des zooplanctons, comme tu l'as bien expliqué. Donc ce sont des zooplanctons qui vivent dans des eaux polaires en général, qui sont des eaux qui sont réputées pour être extrêmement propres. Donc, il y a très, très peu de contaminants. Donc, les poissons et les zooplanctons et toute la faune marine qui vit dans ces eaux-là est bien protégée contre la pollution pour l'instant. Et donc, ce type de zooplancton est pêché dans des eaux polaires qui sont bien propres et surtout la pêche de Calanus en général, elle obéit à des règles de biodiversité, de respect de l'écosystème, etc. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Et donc, indépendamment de son usage, donc pour la fabrication de l'huile de calanus, donc qui est un complément alimentaire, on reconnaît aujourd'hui de plus en plus que la production de calanus participe à la préservation de la biodiversité et que ça pourrait à terme, dans le futur, remplacer au moins une partie de la production issue des poissons. Et donc ce calanus nous intéresse justement, plus précisément on va dire le calanus finmarchicus, donc qui est cette espèce, le finmarchicus, qui est cette espèce qui nous intéresse parce que ça contient des molécules extrêmement intéressantes, y compris donc des oméga 3, mais pas que. Donc cette espèce et donc les autres espèces aussi, mais à moindre intérêt, vont utiliser des lipides, comme d'ailleurs tous les organismes vivants ont besoin de lipides comme moyen de stocker de l'énergie. Sauf que pour la plupart des autres organismes vivants, y compris donc les mammifères les plus évolués, on utilise plutôt des triglycérides comme source de stockage de ces lipides, alors que pour ces zooplanctons, bien sûr, dedans on retrouve un petit peu de triglycérides, mais pas beaucoup. Ils utilisent beaucoup plus un autre type de stockage de lipides qui est sous forme de ce qu'on appelle des esters de cire. Donc, les lipides tels qu'ils sont utilisés par le calanus sont stockés sous forme d'ester de cire et ça, on va voir plus tard que ça a un effet extrêmement intéressant sur les lipides que contient donc ce calanus. Donc aussi, ce qui est aussi intéressant à dire, c'est que le calanus est extrêmement riche en lipides et donc en ester de cire. Donc je corrige juste entre parenthèses ce que tu avais dit que Mhm. c'était riche en protéines. En fait, je sais que c'est un lapsus, mais pour dire que c'est extrêmement riche plutôt en lipides. Donc, Mhm. on a à peu près entre 85 à 88% du calanus lui-même qui est composé de lipides stockés sous forme d'ester de cire. Et ça, donc, en général, quand on dit 85 à 88%,
ce sont des taux d'ester de cire qu'on obtient au cours des derniers stades de développement, parce qu'il y a 5 stades de développement pour le calanus, pour qu'en gros, il devienne adulte et qu'il puisse se reproduire. Donc, on a déjà le 4e et le 5e stade, qui est le 5e stade, qui est le dernier stade auquel donc, le calanus devient adulte. Donc, ce sont ces 2 stades-là qui présenterait ces taux élevés de lipides de bonne qualité, donc 85-88%. On a aussi une légère oscillation entre les 85-88% en fonction de la période de l'année. Alors, si c'est par exemple en été, au mois de juin, on a un taux qui est le plus élevé, qui est autour de 88%, parce que tout simplement, le calanus, à cette période-là, il est donc en cours d'alimentation et de stockage. Donc, il stocke de la nourriture et donc des lipides sous forme d'ester de cire, alors qu'en hiver, il va plutôt, on va dire, hiberner. Donc, ce qu'on appelle, on n'appelle pas ça comme ça chez les zooplanctons, on dit la diapause. La diapause, c'est un petit peu l'équivalent de l'hibernation chez les mammifères. Et puis, donc, au cours de cette période-là, il va consommer une partie de son stock. Et là, le taux de lipides diminue jusqu'à 85%. Mais vous remarquerez que, quelle que soit la période de l'année, on est toujours autour de 85 ou plus de lipides de bonne qualité. Donc, ces lipides vont servir bien entendu, à la reproduction, ça c'est très important, et puis également comme moyen de stockage d'énergie et comme moyen aussi de subsistance énergétique au cours de la diapause, c'est-à-dire au cours de la période où il va, donc la période hivernale, où il va plutôt hiberner et consommer son stock d'énergie. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de sa composition? Oui, la composition, elle est très, très riche. Bien entendu, on a des compositions différentes en fonction des types de calanus en eux-mêmes. Okay. Le Finmarchicus, c'est le meilleur type de calanus qui existe, le Finmarchicus. Et parce que sa composition, elle est extrêmement riche. On a aussi l'Hyperboreus, mais l'Hyperboreus est moins intéressant en termes d'acides gras parce qu'il y a moins de diversité au niveau des acides gras. Donc le Finmarchicus reste toujours la meilleure espèce. Le Calanus finmarchicus reste la meilleure espèce en ce qui concerne la diversité de la composition et son intérêt, bien entendu. Donc on trouve bien sûr des acides gras polyinsaturés de type à longue chaîne, donc de type DHA, EPA, qui sont bien sûr extrêmement importants en tant qu'anti-inflammatoires, etc. Et puis on trouve aussi d'autres types d'acides gras, notamment des acides gras monoinsaturés, comme des oméga 9 aussi, ou d'autres types aussi d'acides gras monoinsaturés qui ont aussi des effets métaboliques extrêmement intéressants. Et donc, bien entendu, comme j'avais déjà expliqué, ces acides gras, qu'ils soient des oméga 3 ou monoinsaturés ou autres, donc ils sont stockés sous forme, non pas sous forme éthylique, donc comme on trouve par exemple dans le poisson, mais plutôt sous forme d'ester de cire. Et ça va leur conférer des propriétés métaboliques extrêmement, extrêmement intéressantes. On a aussi de l'astaxanthine. Donc l'astaxanthine, qui est bien connue comme un caroténoïde extrêmement puissant et qui a différents effets antioxydants, anti-inflammatoires, etc. Donc extrêmement intéressante, soit pour son effet antioxydant, soit pour son effet aussi anti-inflammatoire, parce que ça inhibe la COX-2, la cyclooxygénase 2. Donc c'est l'un des inhibiteurs de la COX-2. Ça inhibe aussi le INOS. Le INOS, c'est l'enzyme qui va induire l'oxyde nitrique pour qu'il devienne une espèce réactive de nitrogène, pour que ça produise du stress nitrosatif. Donc l'astaxanthine a cet effet aussi d'inhibition. Okay. On a aussi un autre composant qui est aussi
extrêmement intéressant aussi, qui a un effet anti-inflammatoire aussi, qui est l'acide stéaridonique, qui est aussi un acide gras extrêmement intéressant dans l'inhibition d'inflammation aussi, et notamment dans l'inhibition de la voie NF-κB aussi, qui contribue aussi à l'inflammation. Et donc, toute cette composition-là, qui est composée à la fois, donc, majoritairement d'acides gras anti-inflammatoires, donc notamment surtout des oméga-3 et monoinsaturés, et d'autres aussi molécules, fait que la composition du calanus reste une composition inédite parmi toutes les autres sources on va dire d'oméga-3, que ce soit le poisson ou le krill. Donc, c'est vraiment une composition extrêmement intéressante. Et donc, tous ces composants fonctionnent en synergie avec les oméga-3. Ça fonctionne en synergie dans la mesure où on a à la fois des antioxydants, des anti-inflammatoires, des antiglycans, etc. Donc, une action sur différentes choses dont on pourrait discuter justement. Donc, c'est une composition complète et bien synergique. Justement, tu en parlais en préambule. Est-ce que tu peux nous parler des effets métaboliques et la question dans la question aussi, des applications? Oui, justement, les effets métaboliques, on en avait parlé un petit peu. Donc, l'un des effets principaux, c'est l'effet anti-inflammatoire déjà. Donc, parce que l'effet anti-inflammatoire, on l'obtient à travers les oméga-3, on l'obtient à travers les oméga-9, on l'obtient à travers aussi l'astaxanthine, on l'obtient aussi à travers l'acide stéaridonique, qui est aussi un acide gras extrêmement intéressant, comme je l'avais déjà expliqué dans l'inhibition de la voie NF-κB. Donc c'est vraiment un concentré d'anti-inflammatoire. Alors, en plus de ça, on observe que dans des études, que ce soit des études in vitro ou in vivo, on observe aussi que ça permet, donc la prise de la supplémentation en huile de calanus, ça permet de diminuer la taille des adipocytes. Donc, en gros, de produire un effet qui va activer la bêta-oxydation et donc dégrader les acides gras et les lipides qu'on trouve dans les adipocytes. Donc ça, c'est un effet extrêmement intéressant sur la perte de poids. Et d'ailleurs, l'une des indications, c'est justement la perte de poids. On observe aussi qu'il a des effets extrêmement intéressants sur la résistance à l'insuline. Donc, on pourrait imaginer l'utiliser aussi pour le diabétique type 2. Ça améliore considérablement la sensibilité à l'insuline. Ça a été aussi démontré par tout un tas d'études. Et puis également, on a aussi un effet très intéressant. Et tout à l'heure, on parlait des effets synergiques entre les différentes molécules. Et bien justement, les oméga-3, que ce soit les EPA ou les DHA, sont absorbés au niveau de l'entérocyte, mais même aussi au niveau des autres cellules de l'organisme, s'absorbent à travers la fonction d'un récepteur. Le récepteur, on l'appelle le GPR120. Et donc, ce récepteur GPR120, c'est un récepteur tout simplement qui est couplé à une protéine G. Et parmi ses fonctions, c'est justement de transporter ou de transloquer donc les oméga-3 de l'intestin vers donc à l'intérieur au niveau des entérocytes pour qu'ils soient ensuite transportés vers le foie. Et donc sur ce récepteur GPR120, on a une mutation qui pourrait inhiber ce récepteur. Et justement, si on a cette mutation et qu'en plus on a de l'inflammation, puisqu'on sait que les oméga-3 exercent leur effet lorsqu'ils sont métabolisés. Lorsqu'ils pénètrent au niveau de l'organisme, c'est là où ils exercent leur effet anti-inflammatoire, justement. Et pour qu'elles soient absorbées au niveau intestinal, il faudrait justement avoir une quantité suffisante de ce GPR120, ce récepteur qui permet d'absorber les oméga-3. Et par contre, quand on a de l'inflammation déjà,
de l'inflammation de bas grade, de l'inflammation silencieuse, ce récepteur-là, le gène qui code pour ce récepteur, il est réprimé. Et justement, les composants que contient l'huile de calanus, les autres composants, c'est-à-dire les composants autres que les oméga 3, eh bien, ils vont agir comme des anti-inflammatoires et ils vont favoriser l'expression du gène qui code pour le GPR 120. Et donc, ils vont favoriser, en fait, en gros, l'absorption des oméga 3. Donc ça, c'est l'un des éléments de synergie qu'on peut avoir dans cette composition de l'huile de calanus. Donc ça, c'est très, très important. C'est que, en gros, dans sa composition, les oméga 3 s'absorbent. Dans sa composition de l'huile de calanus, les oméga 3 s'absorbent indépendamment de l'effet inflammatoire ou des mutations qui puisse y avoir dans les récepteurs qui transportent les oméga 3. Ça, c'est aussi un effet extrêmement intéressant. Et dans ce sens-là, c'est bien connu que la régulation à la baisse du GPR 120, elle a des effets extrêmement néfastes sur les personnes obèses, sur les diabétiques et sur les maladies inflammatoires en général et le syndrome métabolique aussi. Donc, dans ce sens-là, on a une application par rapport au syndrome métabolique, par rapport aux maladies cardiovasculaires, par rapport à l'obésité et par rapport aux maladies inflammatoires en général, maladies métaboliques inflammatoires en général. Donc, on a aussi, comme j'avais déjà expliqué, par rapport à l'effet antioxydant de l'astaxanthine notamment et l'effet anti-inflammatoire et cardioprotecteur des oméga 3, donc on a aussi un effet qui permettrait de réduire, de diminuer significativement le risque athérogène, donc ça diminue le risque cardiovasculaire dans ce sens-là. Et puis, bien entendu, il y a certaines études, alors ce n'est pas des études maintenant, des essais cliniques, mais des études in vivo chez l'animal qui montrent que l'huile de calanus pourrait aussi constituer un effet ou avoir un effet intéressant sur l'hypertension aussi, et que ça pourrait même être combiné avec des traitements antihypertenseurs qui pourrait agir notamment sur l'angiotensine 2. Donc là, ça pourrait avoir un effet complémentaire très intéressant par rapport à ce type de traitement. Alors maintenant, une question importante et qui me revient souvent en tout cas, c'est qu'est-ce qui différencie l'huile de calanus de l'huile de krill, de l'huile de poisson? Alors justement, ici, c'est une très bonne question, une question très importante, puisque la différence entre déjà le krill, le calanus et le poisson, elle se situe dans l'effet extrêmement intéressant de ce que j'avais expliqué au tout début de cette intervention, c'est-à-dire l'effet des esters de cire qu'on trouve dans le calanus, mais qu'on ne trouve pas ni dans le krill, ni dans le poisson. Donc ça, c'est une chose extrêmement importante à comprendre, c'est que déjà, avant de parler de ça, déjà, il faudrait bien signaler que le calanus, c'est un zooplancton, c'est un petit zooplancton qui se situe vraiment en bas de l'échelle alimentaire et que le krill, c'est quelque chose de plus gros. Et d'ailleurs, le krill mange du calanus. Il s'alimente du calanus. Donc, déjà, dans ce sens-là, on a une certaine différence, mais par contre, en termes de différence pratique, le calanus qui contient des esters de cire, donc tous les lipides qui sont contenus dans le calanus sont stockés sous forme d'esters de cire, et cette forme d'ester de cire produit un effet extrêmement intéressant sur l'absorption notamment des oméga 3, donc les EPA et les DHA, parce que ça pourrait prolonger les effets des EPA et DHA, ça pourrait les prolonger jusqu'à 10 ou 12 heures. Pourquoi? Parce que l'absorption des oméga 3 ici, ça sera une absorption lente, petit à petit, ça sera une absorption différée, et donc l'effet des oméga 3 va durer beaucoup plus longtemps que ce qu'on obtient avec le krill et avec le poisson. Donc, parce que tout simplement, les esters de cire s'absorbent et libèrent petit à petit les oméga 3 et ces oméga 3 vont être absorbés petit à petit et on aura un effet de longue durée.
Donc ça, c'est une première chose, une première caractéristique extrêmement intéressante par rapport au calanus. Pour le krill, par exemple, ces lipides sont stockés principalement sous forme de phospholipides. Qui dit phospholipide dit aussi absorption rapide. Donc, les oméga-3 du krill sont à absorption rapide, alors que les oméga-3 du calanus sont à absorption lente. Et puis également, on a le poisson également, où là, on a des oméga-3 qui sont à absorption, on va dire, moyennement rapide, qui se situeraient entre le krill et le calanus. Et dans ce sens-là, donc l'intérêt de l'huile de calanus, justement, c'est que ça complète, ça pourrait très bien compléter l'huile de krill ou l'huile de poisson. Donc, si on voudrait utiliser une source d'oméga-3, à ce moment-là, on a une source qui est à action rapide, donc le krill et le poisson. Donc ça, c'est pour avoir une certaine dose d'attaque rapide qui agit dans l'immédiat. Et puis, si on voudrait aussi prolonger les effets des oméga-3, on pourrait combiner de l'huile de calanus qui aurait des effets sur toute une journée, donc 10 à 12 heures à peu près. Les études montrent 10 à 12 heures d'effet sur le taux d'oméga-3 absorbé. Donc, il n'y a pas de produit qui est meilleur que l'autre. C'est tout simplement question de combinaison. Et donc là, dans ce sens-là, moi, je recommanderais d'associer le calanus, que ce soit le fait de prendre, par exemple, de l'huile de poisson ou de l'huile de krill pour avoir des oméga-3. Je conseillerais aussi d'associer en même temps de l'huile de calanus pour optimiser les effets des oméga-3. Alors, est-ce que, à ta connaissance, est-ce qu'il y a des contre-indications connues? Il n'y a pas de contre-indications qui sont connues par rapport, ni par rapport d'ailleurs à l'huile de krill ou de poisson, bien qu'il est bien connu que l'huile de poisson contiendrait aussi des triglycérides. Oui. Donc peut-être, bien sûr, dans les cas d'hypertriglycéridémie, c'est pas uniquement la quantité de triglycérides exogènes qui compte. Bien sûr, c'est un dérèglement au niveau du foie, ça c'est clair, mais peut-être, et ça je ne dis pas que c'est une contre-indication par rapport à l'huile de poisson, mais très probablement qu'il faudrait préférer plutôt l'huile de calanus dans ce sens-là. Mais il n'y a aucune contre-indication connue par rapport à ce type de produit. Alors, je vois une question de Jeanne qui me demande allergie, point d'interrogation. C'est difficile à dire. Complétez vos questions, s'il vous plaît. Parce que allergie, est-ce qu'on peut avoir des allergies à ça ou est-ce que ça peut provoquer des allergies? Je comprends pas trop la question, mais oui. Je te l'envoie quand même. Débrouille-toi avec ça. Alors, ça peut se comprendre de deux façons. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser dans les cas d'allergie? Oui. Pour traiter l'allergie, ou est-ce qu'on aurait des cas d'allergie dans ce sens? Alors, je dirais que les allergies, on en a pour tous les aliments et n'importe quelle chose, ça c'est clair. Après, est-ce qu'on a vraiment un niveau d'allergie ou une fréquence d'allergie par rapport au calanus? Ça, je ne pense pas. Il n'y a pas de données précises sur ça, mais en tout cas, c'est beaucoup moins allergène que le poisson, par exemple. Ça, c'est clair. Maintenant, si c'est l'autre question, est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour l'allergie? Et bien entendu, le fait d'avoir des maladies allergiques régulièrement, c'est pro-inflammatoire, bien entendu. On sait que les mastocytes, quand elles sont activées, quand elles vont dégranuler et produire de l'histamine, que ça ne produit pas uniquement d'histamine, que ça c'est uniquement au cours de la première période, donc immédiate de réaction. Et puis ensuite, il y a les cytokines pro-inflammatoires qui sont induites aussi.
Et donc, dans ce sens-là, c'est c'est une excellente solution comme anti-inflammatoire pour protéger justement les tissus contre les réactions inflammatoires post-allergie. D'accord. Alors, euh, Nawel, le thème d'aujourd'hui, c'est l'huile de calamus, mais on a bientôt fini. Donc, oui, par contre, quelque chose dont on n'avait pas prévu de parler, mais je viens d'y penser à l'instant. Est-ce que tu peux nous parler de la publication, parce que tu connais bien le sujet de l'huile de calamus, Oui. et pour cause, tu as fait une publication là-dessus que je viens de retrouver pendant que tu t'es occupé de parler, hein, je m'amuse, je surfe un peu, donc que je viens de retrouver sur PubMed et que je mettrai en lien dans le commentaire. Est-ce que tu peux nous parler de ta publication? Oui, c'est une publication, c'est une revue de la littérature sur l'huile de Calanus qui a été publiée, si je me souviens bien, bon, ça a été accepté pour publication le mois de décembre 2019 déjà, et ça a été publié ensuite. C'est bien ça, oui. Donc, ça a été pré-publié décembre 2019 et ensuite ça a été publié en février 2020. Donc, c'est une publication qui regroupe l'état de l'art, donc toute la littérature qui existe actuellement sur le Calanus. C'est une publication extrêmement récente parce qu'on avait pris avec toute l'équipe scientifique donc les meilleures études qui existaient, les meilleures études méthodologiquement parlant sur l'huile de Calanus. Et donc, pour celles et ceux qui s'intéressent et qui lisent aussi l'anglais, bien qu'aujourd'hui on pourrait même faire une traduction à travers Google et comprendre de quoi il s'agit. C'est pas une traduction exacte, mais voilà. Donc là, je vous conseille donc cette publication qui est très intéressante. Alors si vous avez besoin de la version intégrale, parce que je pense que ce qui est disponible, c'est le résumé. Oui, tout à Si vous fait. avez Oui. besoin de la version intégrale, vous pouvez me contacter ou contacter Cédric. On vous enverra avec plaisir la version intégrale. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Non, donc, Nawel qui nous dit dommage parce qu'elle a pris le train un peu trop en retard. Pas de souci, ça reste quand même toujours sur le mur, donc vous pouvez toujours le revoir en replay si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci. L'avantage d'être en direct le lundi, c'est de pouvoir poser vos questions en direct et on y répond. Parce que parfois, je vous avoue que sur les questions qu'on reçoit par écrit, on ne prend pas le temps d'y répondre parce qu'on a pas mal de choses à préparer et que ça devient compliqué et ingérable. Eh bien voilà, merci pour votre écoute, merci pour tout. J'ai d'abord une dernière question de Dominique qui nous demande si pourrions-nous mélanger l'huile de colza avec l'huile d'olive et l'huile de calamus. Après, oui. Après, je ne sais pas si elle parle vraiment du complément alimentaire. Oui, oui, tout à fait. C'est Monsieur Dominique. C'est Monsieur Oui. Dominique. Ah oui, oui, désolé. Oui. Ok, ok, désolé Dominique. Donc oui, oui, ça pourrait être un complément, bien sûr, puisque on a les oméga 9 aussi un petit peu d'oméga 9, pas beaucoup, dans le calanus. Donc oui, ça pourrait être complémentaire et c'est très intéressant. Donc la combinaison colza, calanus, olive, oui, je pense que c'est une excellente combinaison. Oui. Eh bien voilà, merci beaucoup, merci Amine, merci à tous d'être présents le lundi. Continuez à nous suivre, continuez à partager nos vidéos, ça nous fait toujours plaisir, ça nous motive pour tout vous dire. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut Amine. Merci, très belle soirée, à la semaine prochaine.